Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous me recevez. Euh, Bienvenue au J2 des Journées régionales de changement social et comportemental orientées qualité des services. Alors, hier, nous avons débuté ces journées régionales avec mon collègue de Breakthrough Action, Mohamed Sangaré. Aujourd'hui, je vais prendre le relais. Je me nomme Dr Ginette Moukarin. Je suis la directrice pays de Pathfinder au Burkina Faso. Et c'est toujours un plaisir de faire équipe avec Mohamed de Breakthrough Action, Aïssatou Thioy de Knowledge Success et bien évidemment avec toute l'équipe de l'UCPO qui nous accompagne dans l'organisation de ces journées. Décrypter les différentes facettes d'une même réalité, telle est l'approche que nous avons jugée pertinente pour aborder cette thématique que je qualifierais de complexe, tant elle est multidimensionnelle. Les discussions de la première journée ont essentiellement porté sur un acteur clé de la chaîne, c'est-à-dire les prestataires de services, avec leur vécu, avec leurs histoires, avec leurs attitudes, leurs comportements, qui sont influencés d'une manière ou d'une autre par les normes sociales. Aujourd'hui, l'acteur qui sera le plus mis en lumière, c'est la communauté, que nous considérons parfois à tort comme de simples bénéficiaires des services, mais qui en fait ont une partition à jouer dans l'amélioration continue de la qualité des services et des soins. Le menu du jour, aujourd'hui, nous aurons deux présentations qui abordent le rôle de la mobilisation et de l'engagement communautaire dans le processus d'amélioration de la qualité des services, SRPF. Mais nous aurons également deux ateliers simultanés. L'un qui va permettre d'approfondir un peu la présentation qui a été faite hier par Claudia, c'est-à-dire celle sur l'écosystème du changement social et comportemental des prestataires, et ce sera sous le lead de Mohamed Sangaré. Et le second atelier sera sous le lead de Aïssatou Thioy de Knowledge Success. Elle va partir d'un thème central, du thème central de cette journée-là, pour nous orienter un peu sur la technique de gestion des connaissances que l'on appelle la consultation en troïka. Alors, je vous rappelle que ces ateliers sont simultanés et donc, à moins que vous ayez, disons, un don d'ubiquité, vous ne pourrez pas être dans les deux ateliers au même moment, mais vous avez encore le temps de faire le choix, votre choix de ce que de l'un des deux ateliers que vous allez suivre. Alors, sans transition, j'aimerais accueillir la première intervenante de la journée, Madame Traoré Augusta Bintou. Elle est chargée principale genre, inclusion sociale et jeunes à Pathfinder Burkina. Et elle va partager avec nous une expérience réussie d'engagement communautaire à travers la mise en pratique d'un outil qu'on appelle la carte communautaire de performance qui a été faite dans le cadre du projet Préparation pour Prépare Burkina, qui est un projet financé par l'USAID. Alors, mon second intervenant va suivre juste après la présentation de Augusta. Ce sera M. Charles Zoubiré, mais on aura le temps de le présenter quand le moment sera venu pour qu'il puisse faire sa présentation. Alors, Augusta, si tu es connectée et que tu es prête, je te passe la parole pour ta présentation. Merci. OK. Merci beaucoup, Ginette. Et je suis prête. Merci à tous. On peut afficher la présentation, s'il vous plaît? Marcella, slide. Perfect. OK. Et merci beaucoup à tous et merci pour l'opportunité que vous donnez à Pathfinder de partager son expérience sur l'engagement communautaire et lors de ce forum à travers un outil que nous avons utilisé qui s'appelle la carte communautaire de performance. Diapo, s'il vous plaît. Voici un peu le plan que nous allons suivre et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et diapo. Il faut retenir que le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une situation d'insécurité sans précédent qui a eu un impact négatif sur le système de santé, sur l'organisation communautaire et sur l'offre de services et même
et l'implication des communautés dans la gestion de leur propre santé. Et cela est une situation vraiment difficile qui se ressent un peu partout sur le territoire national et notamment dans les villages, les zones qui sont un peu excentriques. Et pour ce faire, cette situation est restée un défi pour Pathfinder et pour le projet Prepare, où il s'est engagé à améliorer l'offre des services, l'accès et l'utilisation des services de santé et les rendre et permettre quand même d'avoir des services de qualité pour ces populations-là. Mais pour y parvenir, une réflexion a été engagée pour choisir un modèle communautaire. Nous avons réfléchi entre le QDP, la qualité définie en partenariat, et la carte communautaire de performance. Et parce que c'est des outils qui permettent de créer l'interface entre les prestataires de santé et les communautés qui vont se mettre ensemble pour échanger et discuter des difficultés, des problèmes que la communauté rencontre dans l'utilisation des services de santé, les difficultés que les prestataires de services rencontrent dans l'organisation et l'offre des services de santé, pour vraiment trouver un consensus, des solutions endogènes qui conviennent aux deux parties pour pouvoir améliorer la qualité de l'offre des services. Et cela a été le choix, et le choix de l'approche par le projet I7 Prepare Burkina, qui a pour objectif d'améliorer la disponibilité et l'accessibilité des services de santé pour toutes les communautés au niveau du Burkina Faso et également pour tous les groupes cibles qui sont bénéficiaires de la mise en œuvre de ces projets. Donc, la carte communautaire de performance est un outil vraiment participatif permanent parce que ça utilise un cycle d'analyse, de mise en œuvre et de réflexion continue et qui permet d'apprécier, de faire une analyse et des différents problèmes, de planifier, de mettre en œuvre, de suivre et d'évaluer les interventions, les services qui sont offerts, les actions, les difficultés qui existent dans la communauté, de refaire encore une planification. C'est en cela que je parle de cycle, parce qu'il y a une remise en question, une évaluation continue des interventions, une nouvelle planification des actions et encore et des actions continues. Ça veut dire que le cycle ne s'arrête pas jusqu'à ce que la communauté elle-même pense avec les populations qu'ils ont atteint un certain niveau de développement continu. Mais même malgré cela, le cycle ne s'arrête pas. Voilà. Donc, nous avons mis l'expérience au niveau du CSPS de Swaga et dans la région du centre-nord, spécialement dans le district sanitaire de Boussouma, qui a une soixantaine de kilomètres du chef-lieu de région. Et cela, l'approche a permis, in fine, de renforcer vraiment la résilience communautaire par rapport à la gestion de leur propre santé. Parce que le problème, c'est ça, confronté à une situation de choc, à une situation de comment il faut le faire, comment la population doit pouvoir se relever face à ce choc-là. Donc, à travers les interventions qui avaient été relevées et le renforcement des capacités que nous avons fait à travers cette approche, je pense que cette population est aujourd'hui résiliente parce qu'elle a mis en avant ces valeurs endogènes qui leur permettent de prendre des décisions, de mobiliser des ressources, de mettre en œuvre des actions vraiment sans un appui extérieur. Donc, je pense que c'est cela qui est recherché parce que face à l'insécurité et face aux différents chocs naturels qui existent, notamment les inondations, cette population aujourd'hui a cette capacité de pouvoir vraiment se prendre en charge. Et diapo. Et pour parler du projet Prepare Burkina, c'est un projet financé par l'USAID et nous intervenons dans 3 régions sanitaires. C'est ce qui est matérialisé en bleu sur la carte. Et le centre-nord, l'Est et le Sahel, nous couvrons 10 districts sanitaires dans ces 3 régions et avec 360 formations sanitaires. Et le domaine d'intervention, c'est la planification familiale, la santé maternelle et infantile, la nutrition, l'eau, l'hygiène et assainissement, de genre et de jeunes qui sont transversales à l'ensemble de ces domaines d'intervention-là. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un projet en œuvre sans parler des questions genre et jeunes pour vraiment réussir à apporter des changements conséquents au niveau avoir un impact conséquent au niveau de la population. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. La théorie de changement que nous avons utilisée se présente comme suit. Et il faut retenir que si la carte communautaire de performance a été considérée comme un excellent moyen d'augmenter la participation communautaire, d'améliorer la redevabilité et la transparence entre les utilisateurs de services de santé, notamment les communautés et les prestataires de santé, à travers les différentes sessions
et de discussions qu'ils ont entre eux continuellement. Et nous pouvons dire que la participation communautaire aujourd'hui est un outil adéquat pour créer la confiance qui leur permet d'avoir des décisions conjointes, améliorer la qualité des services de santé, ça veut dire améliorer la qualité des prestations qui sont offertes dans les formations sanitaires, de ce dialogue constant, de cette redevabilité, cette transparence qui existe entre la communauté et les prestataires de services de santé. Et nous pouvons dire que cela permet d'améliorer l'utilisation accrue des services de santé parce que la population se reconnaît dans ce qui est offert. La population se sent plus à l'aise de rentrer en contact avec les agents de santé, de venir utiliser les services de santé qui devient vraiment leur formation sanitaire et non une formation sanitaire qui est là juste pour offrir les prestations de services à la population. Diapo, s'il vous plaît. Alors, la méthodologie que nous avons utilisée se présente en 6 étapes. Et il faut reconnaître, dire que la première étape, en réalité, c'est une étape de planification et de préparation. Cette étape est une étape cruciale parce que si elle est ratée, toutes les autres étapes vont être entachées et on risque de ne pas avoir de très bons résultats. Et qu'est-ce que nous avons fait? Il y a eu des rencontres, des sorties dans le village pour rencontrer les leaders communautaires, les responsables et communautaires, tous les leaders des différents villages, le chef de village, le chef de terre, les agents des formations sanitaires, les districts sanitaires. Nous avons organisé une mission conjointe dans ce village-là où nous avons rencontré les leaders communautaires pour expliquer l'objectif de la carte communautaire de performance, la mission, qu'est-ce qui est recherché, qu'est-ce qui est attendu d'eux et comment aussi expliquer comment le processus va se dérouler et la nécessité d'informer la population pour les mobiliser et avoir réellement un engagement constant durant toutes ces phases et après et même après les ateliers de planification pour que cela puisse être réussi. Et la particularité que Pathfinder a adoptée, c'est que nous avons jumelé et la carte communautaire de performance avec un autre outil qui est la visite guidée des sites dans les formations sanitaires pour avoir un grand impact. Parce que nous savons que dans la communauté, les gens n'ont pas l'habitude de visiter, d'échanger avec les agents de santé, si ce qu'ils font, quelle est leur mission, quelles sont les prestations qu'ils offrent, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent dans les formations sanitaires. Mais le fait d'intégrer la visite guidée des sites dès le départ à cette approche a permis aux communautés de toucher du doigt les réalités des agents de santé par rapport à l'offre de prestations. Parce que souvent, la communauté juge les agents de santé sans savoir en réalité quelles sont les difficultés qu'ils ont. Voilà. Donc, cette visite guidée a permis réellement aux agents à la communauté qui était guidée par les agents de santé qui présentaient leur environnement de travail, le matériel qu'ils ont, ce qu'ils font, les difficultés qu'ils rencontrent et a permis vraiment aux communautés, après cette visite guidée-là, de s'asseoir ensemble et de discuter séance tenante sur ce qui s'est passé. Et nous avons été confiants de voir que déjà des solutions avaient commencé à être proposées dès ce premier jour par rapport à cette visite guidée-là. Et ensuite, la communauté a mis en place les différentes équipes avec les sous-groupes de la communauté, notamment les groupes d'adolescents jeunes garçons, le groupe d'adolescentes jeunes filles, et les groupes de femmes, les groupes d'hommes et les groupes des leaders communautaires. Quand ces groupes ont été mis en place, on leur a donné une mission et ensuite, ils ont été renvoyés dans la communauté pour pouvoir aller échanger avec leur père avant de revenir le lendemain pour que nous puissions qui s'est tenu les deuxièmes et les troisièmes jours, notamment la réalisation proprement dite de la carte communautaire de performance. Donc, nous avons fait des sous-groupes de la communauté où il y avait 5 sous-groupes. Et au niveau des formations des agences de santé aussi, nous avons eu un groupe qui réunissait l'ensemble des agents de santé. Et chacun a réfléchi. La communauté a fait ressortir leurs attentes, ce qu'ils ont vécu dans la formation sanitaire, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir. Vis-à-vis de la communauté. Et ensuite, nous avons eu la réunion d'interface où chacun des groupes est venu présenter les besoins, les attentes par rapport à l'offre des services, à l'utilisation des services et tenant compte de leurs besoins réels. Donc, cette réunion d'interface nous a permis de faire une mise en commun des différentes propositions de chaque sous-groupe et ensuite de faire un seul plan d'action commun en fixant des priorités. Et c'est ces priorités-là qui vont être présentées en Assemblée générale le jour 5
l'Assemblée générale de restitution qui a été préparée aussi le jour 4, parce qu'à l'Assemblée générale, la restitution de ce plan d'action, de tout le processus qui a été fait, est présentée par les membres de la communauté, à l'ensemble des leaders communautaires, les décideurs administratifs, la délégation spéciale de la commune, les mairies et les agents de santé et l'équipe du projet et les districts qui étaient là. C'est la communauté qui a présenté tout le processus et le représentant de la communauté qui a présenté le processus et les résultats à l'ensemble de la communauté, ainsi que le plan d'action qui a été arrêté et avec les étapes de mise en œuvre. Et je pense qu'à l'issue de l'Assemblée générale, c'était l'exécution du plan d'action qui a commencé, et le suivi évaluation, la mise en œuvre et le suivi évaluation. Diapo, s'il vous plaît. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment une approche participative, Diapo, une approche participative qui nécessite vraiment une bonne préparation pour avoir vraiment l'engagement des leaders communautaires. Parce que si nous n'avons pas l'engagement des leaders communautaires, c'est difficile de réussir cette approche. Ce que nous voyons ici, c'est une partie du plan d'action qui a été élaboré par la communauté. Ça a été présenté sous ce format parce que c'est une zone où il n'y a pas d'électricité et ils le présentent en fonction de leurs moyens. Et ensuite, c'est affiché et gardé dans la formation sanitaire et c'est accessible à tout le monde. Régulièrement, ils se retrouvent, ils passent en revue les plans d'action pour voir est-ce que ça avance, quels sont les points à retoucher, là où il y a un blocage, quelle est la solution qu'il faut pour avancer. Diapo. Voilà. Ici, nous vous présentons un peu les résultats, la part contributive des adolescents dans l'utilisation des services de planification familiale. Nous avons fait juste un extrait pour montrer un peu l'effet que nous supposons que la carte communautaire a pu avoir sur l'utilisation des services de planification familiale. Les 54,4% que nous voyons, ça c'est l'ensemble des adolescentes qui sont venues dans les services du PF, anciennes comme nouvelles utilisatrices. Et la courbe en rouge, les 100%, ça c'est uniquement les nouvelles utilisatrices pour le mois de juin. On peut supposer que la carte communautaire de performance a eu un impact sur les barrières et les tabous qui limitaient l'utilisation des services de santé, notamment les services de planification familiale par les adolescents et jeunes. Diapo. Diapo, s'il vous plaît. Voilà. Donc, voici quelques réalisations que nous avons eues à travers la carte communautaire de performance dans le village du Soaga. Donc, il y a eu la construction du poste d'eau autonome qui a remplacé les fourrages traditionnels à traction manuelle qui étaient dans le... Il y a également l'incinérateur, l'aire de lavage. Ici, c'est à droite, c'est le hangar qui a remplacé l'ancien hangar où on voit les gens sous la paille, parce que c'est là-bas où nous avons fait les activités de la carte communautaire de performance. Et également, la communauté a construit une cuisine pour les accompagnantes des femmes qui viennent pour accoucher à la maternité, parce que cela posait un problème pour réchauffer les repas, pour avoir l'eau chaude pour les bains des femmes et des enfants, cela posait un problème. Et également pour la vaccination, quand les enfants viennent en quantité et en nombre assez important, l'espace sous le hangar ancien à gauche n'était pas approprié. Donc, la communauté a décidé de construire ce hangar moderne qui respecte les normes édictées par le ministère de la Santé, vraiment pour pouvoir compléter le paquet à offrir dans la formation sanitaire. Et Diapo, je pense que... Diapo, s'il vous plaît. Donc, je pense que la carte communautaire de performance est un outil vraiment à adopter pour pouvoir avoir un vrai impact si on veut un changement dans les différentes communautés. Voilà, un peu la synthèse de ce que nous avons à présenter et je vous remercie. Merci beaucoup, Augusta. Merci pour cette présentation de la carte communautaire de performance qui a été un outil utilisé dans le cadre de l'engagement communautaire dans le cadre du projet financé par l'USAID, Prepare Burkina. Alors, mon second intervenant, M. Charles Zoubiré, je l'annonçais, il est spécialiste programme santé maternelle et planification familiale et point focal genre au compte du projet Propel Health Burkina, qui est également financé par l'USAID. Et sa présentation va porter sur l'implication des hommes comme gage pour l'effectivité, l'efficacité et la pérennité des services de planification familiale. Alors, sans plus tarder, M. Zoubiré, si vous êtes là, je vous passe la parole pour votre présentation. Merci. Merci Ginette, je suis là. J'ai le plaisir, comme vous le dites, c'est au nom de Propel F, donc de pouvoir présenter cette communication autour de l'implication des hommes
pour l'accès aux services donc, de planification familiale de qualité au Burkina Faso. Slide. Slide. Alors, vous venez donc de faire ma présentation. Slide. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir dans le contexte? Nous rappelons que l'initiative partenaire de Ouagadougou a pour objectif 2030 de doubler le nombre d'utilisatrices additionnelles pour les porter à 13 millions. Nous rappelons que nous étions à 6,5 millions en 2020. Et au regard donc de cet objectif, lorsque nous regardons la situation au Burkina Faso donc en termes de planification familiale, nous notons une forte fécondité générale de l'ordre de 149 pour 1000, avec une spécificité donc au sein des adolescents de 15 à 19 ans de 93 pour 1000. C'est vrai, nous avons une prévalence contraceptive qui est croissante dans ces dernières années. Nous sommes passés de 22,5 donc à 32% de 2015 à 2020. Mais nous notons que les besoins non satisfaits donc, en matière de planification familiale sont encore assez élevés, autour de 16%. Et nous visons également une prévalence de 41,3% en 2025, ce qui montre qu'il y a un écart donc, assez considérable pour pouvoir répondre à cet objectif. Dans la région du Sud-Ouest où nous intervenons, nous notons que cette fécondité générale est assez élevée par rapport à la moyenne nationale et s'établit à 158,6 pour 1000. Et pour la spécificité des adolescentes de 15 à 19 ans, comme nous avons évoqué ici, on relève que plus de 35% d'entre elles ont déjà été enceintes au moins une fois. Slide. Alors, ce contexte nous évoque une problématique spécifique. Je pense que cela a été relevé hier donc, dans la cadre de l'écosystème, l'implication donc des hommes dans les services de PF. Une étude récente réalisée par l'Institut supérieur des sciences de population a montré que dans 49% des cas, la femme prend seule la décision donc, de faire recours au service donc, de planification familiale. Cela dénote un faible intérêt donc, des hommes pour les services de PF. Et il arrive même souvent que les époux qui ne partagent pas ou qui n'accompagnent pas les épouses obligent donc leurs époux à retirer ou en tout cas à ne pas bénéficier donc des services de méthodes contraceptives modernes. La 12e semaine de la planification familiale qui s'est déroulée du 6 au 19 novembre 2023 au Burkina Faso a été une opportunité pour nous d'engager, de mener donc des réflexions avec ces hommes pour les engager donc pour un changement donc, de comportement durable en matière de PF. Cet engagement des hommes, nous le savons, c'est vraiment le gage pour l'efficacité, pour l'efficience, pour la pérennité donc des services PF qui va nous permettre donc d'avoir des résultats tangibles par rapport à l'objectif de développement durable en son point 7 qui vise à assurer effectivement l'accès de tous à des services de SR et spécifiquement de planification familiale, ce qui va booster indéniablement donc l'objectif tout entier, c'est-à-dire une bonne santé et un bien-être pour tous. Slide. Alors, juste un aperçu sur le projet. Il faut se dire que l'initiative a été conduite donc par deux partenaires, à savoir donc l'Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso, qui est une organisation de la société civile constituée des leaders religieux et traditionnels, c'est-à-dire coutumiers, qui a des démembrements donc dans toutes les 13 régions du pays et qui agit donc dans le domaine de la santé, du développement et bien d'autres, avec un point spécifique donc sur la santé de la reproduction. En partenariat bien sûr avec Propel Health, qui accompagne le ministère afin donc de rationaliser les politiques, les stratégies en matière de santé à travers des leviers spécifiques, notamment les politiques, les stratégies, la gouvernance en santé et le financement. Dans le cadre donc, de cette initiative, cette gouvernance, c'est pour la réduction bien sûr de la mortalité maternelle et infantile, bien sûr y compris dans les zones à défi sécuritaire. Slide. Alors, en approche, nous avons combiné 3 approches essentielles, à savoir les dialogues communautaires, la diffusion donc, de spots et l'émission radio interactive. Pour ce qui est donc des dialogues communautaires, nous avons une première partie qui est donc un dialogue initial
qui va consister donc à renforcer les capacités donc, des responsables leaders, des leaders communautaires, c'est-à-dire religieux et coutumiers. Et ensuite, des dialogues en cascade qui vont consister donc à ce que chaque représentant donc, de leader communautaire réalise des dialogues spécifiques dans sa communauté. Et ça va aboutir donc à une prise donc, des engagements contextuels centrés donc, sur les valeurs donc, de la communauté afin donc d'améliorer donc l'accès à la PF de qualité. Vous allez voir donc le dialogue qui est en train de se mener avec une forte communauté religieuse sous en tout cas des arbres dans le contexte. Et la diffusion de sport, c'est pour donc tenir déjà informé donc la population sur la semaine qui se passe. Donc tout au long de la semaine et quelques jours avant la semaine, cette division pour permettre de donner l'information et améliorer bien sûr donc la collaboration et les interactions dans le dialogue. Ce dialogue est terminé par une émission radio interactive animée par donc les leaders communautaires eux-mêmes, c'est-à-dire les leaders religieux, les leaders traditionnels, afin donc de pouvoir non seulement marquer leur visibilité, prendre des engagements, lancer donc des appels et recueillir donc les opinions donc des populations. Slide. Alors, de façon spécifique, notons que le choix donc porté sur l'URCB, c'est en relation donc avec ses expériences, ses connaissances de la région et son intérêt donc pour la planification familiale. Nous avons procédé donc évidemment à des rencontres préparatoires et à des prises de contact avec les chefs, les leaders, pour pouvoir susciter donc leur appropriation, leur adhésion totale. Nous avons également eu donc une rencontre de cadrage afin d'élaborer donc un argumentaire consensuel qui met l'accent donc sur les éléments clés motivant donc de la thématique en prélude donc au dialogue communautaire. Rappelons donc que les cibles que nous avons choisies ici pour donc les leaders religieux et coutumiers, c'est cette cible qui a souvent la capacité d'influencer donc les normes sociales afin donc de permettre des prises de décision adaptées et appropriées pour l'accès donc des couples. Nous insistons des couples au service donc de la PF parce que lorsque la décision est unilatérale, la pérennité n'est pas évidente et ce qui joue donc sur la qualité du service. Évidemment, ce processus a été sous la supervision donc, de Propel Health et de l'unité centrale donc, du RCB. Slide. Alors, comme résultat, nous sommes donc dans un domaine comportemental et il faut remarquer que c'est une activité assez ponctuelle. Donc, les résultats que nous présentons ici, c'est vraiment les premiers résultats. Le premier résultat, c'est en termes d'engagement, c'est-à-dire d'adhésion. Nous avons eu 159 donc, leaders hommes qui ont été vraiment impliqués donc, dans cette interaction, dans ce dialogue communautaire, 159 participants. Nous avons parmi ces gens 56 femmes. Ça veut dire qu'au sein donc, des discussions, des échanges, des dialogues, c'est vrai que c'est centré masculin, mais il y a également donc les leaders femmes qui participent à ces échanges. Et ça aboutit donc à la prise donc des engagements écrits par ces hommes, par ces leaders donc des communautés, et que nous pouvons résumer en quatre rubriques essentiellement, à savoir déjà initier des cadres d'échange entre donc les générations de façon régulière, trimestrielle pour les uns, semestrielle pour les autres, afin donc de pouvoir susciter donc les débats autour de la thématique et de pouvoir saisir les différents points de vue et motiver les uns et les autres donc à l'adhésion. C'est aussi d'intégrer pour les communautaires, les religieux surtout, l'approche éducation à la vie familiale, au culte et aux prêches. L'éducation à la vie familiale donc étant l'élément clé pour non seulement susciter le dialogue parent-enfant, et également pour aller au-delà donc voilà, des normes, des tabous et échanger sur les thématiques précises donc, de la PF. Accompagner les épouses donc, dans les centres de santé, certains hommes se sont engagés pour cela. Et enfin, nous avons de façon consensuelle donc, élaboré donc, des messages de diffusion qui seront donc assurés par ces acteurs religieux et communautaires. Diapo. Alors, nous avons ici quelques témoignages assez édifiants au cours donc, de ce dialogue. Nous lisons par exemple le deuxième témoignage, on ne pourra pas tout lire,
Mais voilà quelqu'un qui dit « Le Coran a encouragé l'espacement des naissances avec plusieurs versets qui parlent de 2 ans minimum entre 2 enfants. Et l'homme doit assurer sa responsabilité tout entière sur la vie de la famille. » Voilà, donc c'est un leader qui a porté, qui a fait ce témoignage, qui montre et qui situe la responsabilité donc de l'homme, en tout cas pour le bien-être de sa famille, à travers bien sûr un verset pointu dans le Coran. L'autre, l'espacement des naissances a beaucoup de bienfaits et c'est pourquoi j'accompagne ma femme au sein donc au centre de santé pour les services donc de planification familiale. Donc un leader qu'on pourrait dire modèle, qui a également donc donné ce témoignage afin donc de pouvoir inviter les autres. Slides. Alors, quelles leçons est-ce que nous avons apprises après donc ces dialogues? On s'est rendu compte que les dialogues constituent donc des approches interactives, d'apprentissage simples, adaptées à chaque communauté et qui sont vraiment des véritables opportunités d'échange, des échanges francs qui permettent de briser les barrières intergénérationnelles et d'accompagner efficacement donc la mise en œuvre du programme. Nous avons noté également que ce sont des stratégies efficaces pour susciter une mobilisation communautaire, voilà, et véhiculer les messages sur donc, la planification familiale. Enfin, c'est une démarche socio-anthropologique intégrale. Pourquoi socio-anthropologique? Parce qu'elle pénètre ici les réalités culturelles, les normes sociales, et qui aboutit donc à des solutions adaptées aux problèmes comportementaux communautaires persistants, que ce sont des problèmes individuels ou collectifs. Slide. Alors, nous pouvons dire en conclusion que cette approche de dialogue communautaire pour l'implication donc des hommes est une véritable expérience partagée au cours donc d'une opportunité que nous avons saisie, à savoir donc la Semaine nationale donc, de la planification familiale et qui est en train d'être appropriée par beaucoup d'acteurs. Nous notons par exemple 2 OSC intervenant donc dans le domaine du dialogue parent-enfant et l'autonomisation de la femme qui se sont appropriés dans cette pratique. Nous notons également que nous sommes donc en relation avec 3 organisations de la société civile qui interviennent dans des zones spécifiques, dans nos zones d'intervention, qui ont trouvé en cela que c'était des outils assez adaptés donc, pour leur programme qui se sont appropriés donc, ces outils. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, M. Zoubiré, pour la présentation. Une approche assez très intéressante, surtout le couplage de plusieurs approches en une seule, qui a donné les résultats patents que vous avez présentés. On a eu les 2 présentations comme convenu et on va maintenant passer à la séance questions-réponses. Je regarde un peu dans le chat pour voir s'il y a des questions. Alors, pour la toute dernière présentation qui vient de passer, M. Zoubiré, il y a une question qui dit, au cours de ces dialogues communautaires, est-ce que les prestataires avaient été invités? Vous avez expliqué un peu le processus de ces dialogues. Il y a un participant qui souhaiterait savoir si les prestataires ont été conviés justement à ce dialogue-là communautaire ou bien ça s'est résumé uniquement aux acteurs communautaires. Vous pouvez y aller et je passerai la parole pour la prochaine question. Monsieur Zoubiré. OK, merci effectivement pour cette question très pertinente. Il faut se dire que les dialogues communautaires ont été tenus sans la participation des prestataires parce qu'il faut éviter qu'il n'y ait de biais. Vous savez que le prestataire a souvent une position donc, au sein de la communauté et sa présence risque donc d'empêcher que certains éléments même liés à leur comportement. Je pense que nous avons vu par rapport à l'accord dans la cadre de l'écosystème hier, les prestataires influencent de fois négativement les services. Donc, nous avons mis le focus sur les communautaires, uniquement les communautaires. OK. Non, ce que vous dites est très intéressant parce que là, ça m'amène un peu à la précédente présentation qui parlait de la carte communautaire de performance, justement, qui, plutôt à ce niveau, essaie de voir un peu comment ces 2 acteurs, je veux dire les prestataires de services et la communauté peuvent
discuter ensemble pour trouver des solutions ensemble. Et il y a une question d'ailleurs par rapport à la présentation de Pathfinder qui dit, pouvez-vous expliquer un peu plus en quoi consistent les visites guidées? Madame Traoré, vous pourriez prendre cette question-là, s'il vous plaît? OK, c'est noté, Ginette. Merci beaucoup. La question, c'est de savoir si on peut expliquer davantage ce que c'est que les visites guidées. OK, merci beaucoup. Et les visites guidées sont une approche aussi qui a été développée. Et c'est une approche communautaire développée et mise en œuvre à travers différents projets, dont le projet de l'USAID, que nous avons combiné à notre cadre communautaire de performance. Elle consiste à quoi? C'est de faire venir la communauté dans la formation sanitaire pour qu'ils puissent toucher du doigt les réalités que vivent les agents de santé. Parce que dans la carte communautaire de performance, il n'y a pas cet aspect-là. Parce qu'on parle d'offres des services de santé, parce que je disais tantôt que souvent les agents de santé sont discriminés, ils sont insultés, parce que la communauté ne comprend pas la réalité que vivent les agents de santé, notamment le manque de matériel. Quand on rentre, on trouve que le cadre n'est pas approprié, il n'y a pas suffisamment de lits, les malades sont couchés à terre. Souvent, c'est des réalités que les leaders communautaires et la communauté de façon générale, notamment les hommes, ne comprennent pas quand ils accompagnent leurs femmes dans la formation sanitaire pour l'offre des services, l'offre des services, soit de PF, les services d'accouchement. Donc, quand on fait la visite guidée de site, on passe dans tous les postes d'offre de services, que ce soit consultation de nourrisson sain, offre des services de planification familiale et les postes d'accouchement, consultation générale pour les malades et ainsi de suite. Donc, tous les postes sont visités et les réalités sont présentées. Le cadre est présenté, le matériel est présenté, les difficultés qu'ils ont, ainsi de suite, tout est présenté à la communauté. Et on demande à la communauté d'apprécier. Et c'est en même temps un outil de plaidoyer qui leur demande de s'engager quand même pour aider les agents de santé, aider l'État à améliorer la qualité de l'offre de services. Parce que, comme on le dit, l'État ne peut pas faire tout. Et on sait aussi que les besoins des communautés évoluent en fonction évoluent et s'échangeant constamment. Donc, cette rencontre et la prise en compte de cette réalité amène les communautés à s'engager, à travailler avec les agents de santé pour améliorer l'offre des services. Et parce qu'immédiatement après la visite guidée du site, on a eu le préfet qui représentait la commune, qui a offert des nattes pour les accompagnantes des femmes. Parce que dans le CSF de Souaga, les accompagnantes n'avaient pas où s'installer, ils étaient toujours à même le sol quand ils venaient. Que ce soit les femmes en travail ou les accompagnantes, ils n'avaient pas de lit, pas de matelas. Donc, ça, c'était un problème qui a été observé. Et séance tenante, le préfet a fait venir des nattes pour aider à résoudre le problème un temps soit peu en attendant de trouver quand même, mobiliser les ressources pour qu'il y ait des matelas et des lits qu'on connaît habituellement dans les salles d'attente des maternités. Donc, c'est vraiment pour amener les populations à comprendre. Parce que quand on discute souvent, les agents de santé disent on n'a pas tel matériel, ou mais on n'arrive pas à faire ça parce que le cadre ne le permet pas, la communauté ne le comprend pas. Mais on les amène vraiment à vivre la réalité des agents de santé en parcourant tous les coins et recoins de la formation sanitaire pour qu'ils comprennent vraiment, pour casser vraiment cette barrière qui existe entre la communauté et les agents de santé. Voilà en quoi consiste vraiment la visite guidée de site. Merci beaucoup, Augusta. Merci énormément. Il y a 2 ou 3 autres questions dans la boîte de discussion. Je vais faire encore appel à M. Zoubiré. Il y a un participant qui souhaiterait savoir quels sont les moyens de contournement, les moyens de contournement pour parler un peu des défis que vous avez rencontrés justement lors de ces dialogues communautaires. Vous avez peut-être eu affaire à des personnes qui sont un peu plus difficiles à convaincre, dirons, en grève. Je voulais savoir s'il y a eu une certaine méthodologie ou bien vous avez utilisé des astuces particulières pour pouvoir amener justement ces personnes à être les alliés dans le cadre du travail que vous avez fait. Ok, merci beaucoup Ginette. Et effectivement, je trouve que c'est une question qui a tout son sens parce que c'est la réalité de tous les jours. Mais si vous regardez notre approche, on est allé avec une entrée centrée sur les leaders. Le plus souvent, on rencontre assez de résistance, d'opposition ou d'antagonisme, comme il l'a dit ici, lorsqu'on veut utiliser notre approche pour aborder les gens.
Mais lorsque vous utilisez l'approche qui est partagée au sein d'une communauté pour les aborder, vous minimisez ce risque d'antagonisme. Et deuxièmement, ce sont des personnes qui sont écoutées par cette communauté. C'est vers ces personnes que nous sommes allés. Et c'est ce qui a facilité les échanges. Les antagonistes ici, la plupart des échanges auxquels nous avons participé, se sont transformés en réalité en des témoignages. Voilà, pour montrer ce que les gens ont vécu, ce que les gens comprenaient, ce que les gens avaient comme idée. Mais en réalité, tout ce qui est dit au travers, nous avons ce qu'on appelle les rapides dans le cadre donc, des leaders religieux coutumiers. Donc, chacun se base donc, sur les écritures saintes, quand nous prenons les musulmans sur le Coran, quand nous prenons les évangéliques ou les catholiques sur la Bible, quand nous prenons les coutumiers, ils font appel donc en tout cas à des dépositions de traditions, à des récits, pour revenir raconter des anecdotes, pour mettre le parallélisme entre la planification familiale et leurs croyances, ce qui fait que ça a amorcé beaucoup donc ces antagonismes. Merci. Merci beaucoup, M. Zoubiri. J'ai une autre question dans le chat qui a tendance à vérifier un peu si tous les deux présentateurs d'aujourd'hui ont bien suivi la session d'hier, en ce sens que la question se pose comme suit. Comment pensez-vous que l'utilisation de la carte de l'écosystème peut aider à affiner davantage ces approches, étant donné qu'il permet de voir un peu les possibilités d'interaction entre les différents facteurs? Là, si vous n'avez pas suivi hier la présentation c'était Claudia, je pense, qui avait fait la présentation. Ça va être un peu plus compliqué, mais je lance quand même la question au cas où vous avez des apports par rapport à cela, aussi bien vous que Mme Traoré. Hier, il a été présenté la carte de l'écosystème. Est-ce que vous voyez un lien entre ce qui a été cet échange au niveau communautaire et les prestataires et comment est-ce que justement cette carte-là peut aider à trouver des voies d'interaction entre les deux acteurs qui sont quand même très importants quand on parle de la qualité des services. Qui veut se lancer? Alors, comme ça porte sur la carte, est-ce que je ne laisserai pas à celui qui a expliqué? Sinon, j'ai bien suivi donc la présentation d'hier. Je laisse ma collègue répondre avant que je ne vienne. Augusta, tu as quelque chose à dire ou bien toi aussi tu veux jeter la balle à Breakthrough Action? Non, je vais pas laisser jeter la balle à Breakthrough Action parce que le processus de développement de la carte de l'écosystème au Burkina Faso, Pathfinder a énormément participé, notamment le projet Prepare Burkina. Et nous avons vraiment accompagné Breakthrough Action dans la mise en œuvre dans le développement de cet écosystème-là. Et je pense que ça ne va pas en contradiction avec ce que nous faisons. Parce que c'est l'intégration des différentes approches souvent qui amène à donner un seul nom. Sinon, on ne peut pas mettre en œuvre la carte communautaire de performance couplée à la visite guidée des sites sans faire l'analyse de l'écosystème. Parce que c'est la base, en fait. C'est sur cette base-là que les différents éléments sont identifiés, sont montés. L'écosystème renverse quoi? On a d'un côté les agents de santé et de l'autre côté la communauté. Le tout, c'est dans un environnement global. On n'exclut pas ça. Donc, c'est d'arriver à trouver le juste milieu qui permet vraiment de définir les stratégies adéquates pour améliorer la qualité des services qui sont offerts et réduire vraiment le maximum de barrières qui fait souvent que la population ne vient pas chercher les services et qui se retrouve souvent dans des situations difficiles où on passe le temps à développer des stratégies avancées pour les rejoindre, pour offrir des services, souvent même qui rejettent ou même qui n'appliquent pas quand on offre les différentes prestations de services. Je pense que c'est un peu ça. C'est pas un porte-à-faux, mais ça reste complémentaire. Peut-être que dans l'adaptation de la carte, on pourrait intégrer cet aspect-là à l'intérieur pour expliquer un peu quelle est la place de l'écosystème, pour dire que ce n'est pas mis à côté, c'est pris en compte. Voilà. Peut-être qu'on n'utilise pas l'expression et la carte de l'écosystème, mais dans le processus que nous développons et que nous mettons en œuvre, je pense que c'est pris en compte. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais juste, si vous permettez, je voudrais juste ajouter, rappeler à... Juste une minute. Oui, je l'avais dit en introduction, lorsqu'on présentait la carte de l'écosystème, un des éléments clés de l'analyse de cette carte, c'était l'implication donc des hommes dans la planification familiale et qui faisait qu'on n'arrivait pas à des résultats tangibles. Donc, je ne vais pas être long.
c'est pour dire que cette question de communauté qui est portée par les leaders religieux, pour les leaders communautaires, est déjà une question centrale qui trouve sa place donc au sein de cet écosystème. Merci. Merci beaucoup. Et c'est une belle transition parce que ça me permet de résumer un peu entre la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, qui démontre vraiment que quand on parle de la qualité des services et quand on parle du changement social et comportemental, justement, en lien avec cette qualité des services-là, c'est une équation à inconnu multiple. Il y a tellement de facteurs, il y a tellement de facettes à considérer. Et parfois, lorsqu'on ne voit pas les choses d'une façon beaucoup plus holistique, ça pose problème justement dans le cadre de l'amélioration continue de la qualité. Et vraiment, les deux présentations ont démontré réellement l'importance vraiment de considérer la communauté, pas seulement comme étant des bénéficiaires, mais vraiment qu'ils sont vraiment au centre et qui peuvent apporter un plus justement dans le changement social et comportemental. Ils peuvent apporter un plus justement pour aider justement les formations sanitaires ou bien tous les types de services ou bien le système en place à pouvoir continuer à s'améliorer et offrir des services de qualité à tout un chacun de nous. Je pense qu'avec ces deux présentations, justement, nous allons, comme on l'a vraiment précisé hier, ces journées-là, c'est non seulement pour faire un peu le point, et on a commencé hier à le faire à travers la revue de la littérature et les outils. Aujourd'hui, on est allé beaucoup plus en avant pour parler un peu d'un autre acteur. Mais l'autre composante vraiment de ces journées, on a voulu en faire quelque chose de très, pas seulement passif, mais réellement travailler de sorte à ce qu'on puisse sortir de ces 3 journées-là avec un plus, en faisant, disons, en mettant en place un mécanisme qui nous permette aussi d'avoir des ateliers pour mieux approfondir un certain nombre de choses. Et c'est ce que je m'en vais faire maintenant. Nous avons, comme je l'ai dit, à l'entame de cette journée, qu'on aura 2 ateliers. Le premier atelier, c'est comprendre l'écosystème de changement de comportement des prestataires. Et le deuxième qui sera bien sûr animé par mon collègue Mohamed. Et le deuxième atelier, ce sera la qualité des services SRPF, à chaque facette son défi et sa solution. Consultation de la Troïka. C'est juste un atelier qui va utiliser un peu la thématique du jour pour présenter un peu une technique de gestion de connaissances que vous pouvez utiliser dans d'autres types de thématiques, pas seulement liées à celles qui nous rassemblent aujourd'hui, mais c'est vraiment comment est-ce qu'on utilise cette technique de gestion de connaissances pour pouvoir générer des idées nouvelles. Donc, il y aura ces 2 ateliers-là. Et ce qui va se passer, comme je l'ai dit, on va devoir choisir. Alors, avec les collègues de la logistique, j'espère qu'on pourra maintenant passer directement aux ateliers. Ça va prendre à peu près 1 heure de temps. On ne reviendra plus en plénière comme ça, en groupe. Les 2 ateliers vont se tenir simultanément et des conclusions seront faites au niveau de chaque atelier. Donc, ce que vous allez recevoir tout à l'heure, pour ceux qui veulent aller dans l'atelier gestion des connaissances avec Aïssa Toutiol et moi-même, ne faites rien. Si vous recevez un message, une notification pour choisir les salles, vous ne faites rien, restez là où vous êtes présentement. Mais ceux qui veulent rejoindre l'atelier sur l'écosystème modéré par Mohamed, vous pourrez choisir, accepter la notification qui sera envoyée pour que vous rejoigniez un peu l'autre salle. Comme ça, on pourra faire le dispatching pour pouvoir suivre les 2 ateliers de manière concomitante, comme je l'ai dit. Donc, les collègues de Breakthrough, vous pouvez nous aider à faire à créer ces 2 ateliers pour qu'on puisse rejoindre chacun à son niveau. Merci à tous et à toutes. C'était un plaisir. Je ne reviendrai pas en plénière, comme je l'ai dit. C'est toujours un plaisir de connecter avec la communauté PO. Donc, pour la journée d'aujourd'hui, je vous dis au revoir pour ceux qui ne seront pas dans l'atelier de la SATUTUEL. Merci beaucoup.
Alors, je ne sais pas si, si tout le monde on a fini de faire de rediriger les collègues. Est-ce que quelqu'un peut Erin, ou Brooke, quelqu'un peut me confirmer qu'on est dans la salle de Aïssatou? Oui, donc, je vois qu'il y a 12 personnes qui ont déplacé par l'atelier de Mohamed, mais je crois que les gens sont en train de le faire toujours. OK. Euh, Donc, on peut-être, attend. oui, on attend quelques minutes, mais OK. ça marche. Ouais, je crois qu'on est dans les temps. Ça, on peut encore attendre un peu. OK, parfait. Merci beaucoup. Et peut-être pour clarifier aux gens, si vous cliquez sur les 3 points au fond et à droite de votre écran, vous pouvez choisir l'option Breakout Rooms et cliquer sur dessus. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'écosystème des prestataires, de comportement des prestataires, vous pouvez cliquer sur Atelier Mohamed et c'est là où vous pouvez se joindre à l'atelier pour l'écosystème. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion de connaissances, vous allez rester ici dans cette salle. Et n'hésitez pas à poser des questions dans le chat si ce n'est pas clair. Merci. On aurait dû prévoir une belle musique là, parce que là, on dirait, c'est un silence. Ouais, c'est vrai. C'est vrai Silence qu'on de cimetière, là. on a oublié de mettre la musique. On aurait dû mettre la musique. Une belle musique. Euh, on va éveiller. Bon, je sais pas, les gens sont toujours en train de se déplacer. Peut-être Jeanette, tu peux juste voir si Je ceux sais qui sont pas. là veulent rester dans l'atelier de gestion des connaissances. Comme ça, on va commencer. Parce qu'on est à 20 minutes. S'ils veulent se déplacer également, c'est toujours le moment. Il y en a qui se déplacent toujours. Alors, donc, si je comprends bien, on est 41 dans cette salle, c'est ça? Ouais. Ça va chauffer, comme dit quelqu'un. Oui, c'est bien, parce qu'on avait espéré. On va devoir créer une autre salle. Ouais. On va créer une autre salle. Donc, on peut. Je pense que tu peux commencer et on peut déjà faire cette requête-là à Erin, si elle est là, ou bien à Marcella. OK, d'accord. Alors, donc, on va commencer. Nous sommes, je crois, 40 personnes au total. Alors, bienvenue. Si, je ne sais pas si le mot existe, mais bon, je le crée aujourd'hui. Je ne suis pas l'experte ici pour clarifier. Je ne m'y connais pas trop vraiment en gestion des connaissances, même si on le fait d'une manière ou d'une autre. Mais je vais juste appuyer à ma collègue Aïssatou et avec ses collègues, Alice, je crois qu'Alison est là, hein, Alison et Sophie, de Knowledge Success pour orienter un peu, disons, pour gérer cette session-là. Alors, de quoi il s'agit? Alors, donc, bienvenue à la session gestion des connaissances. Comme vous avez vu, le titre de la session, c'est vraiment partie de la thématique SRPF, la qualité des services SRPF, à chaque facette son défi et sa solution, consultation de la Troïka.
Alors aujourd'hui, notre technique de gestion de connaissances, comme je l'ai dit, ça se nomme consultation en troïka. Slide. C'est une technique qui vous permet, entre autres, de solutionner un peu les défis ou disons des revers par rapport à un sujet ou à une situation donnée. Et pour ceux qui comprennent le russe, hein, moi, j'y comprends rien, mais troïka, ça vient du mot russe, troi, je pense que c'est comme ça se prononce, qui veut dire un ensemble de trois. Parce que originellement, disons à l'origine, c'est une technique qui se pratique souvent à trois, mais bon, dans sa forme adaptée comme celle d'aujourd'hui, évidemment, on peut le faire avec un groupe beaucoup plus large. Donc, c'est donc une technique, une méthode assez simple et efficace, disons de coaching informel, qui n'impose pas donc de passer par des relations formelles. Et à travers cette méthode-là, vous pouvez obtenir de l'aide de manière très pratique et imaginative de vos collègues. Alors, pour réussir cette méthode de gestion des connaissances, vous devez vraiment faire preuve disons, d'une écoute attentive. Et quand je dis une écoute attentive, c'est fondamental parce que parfois, on entend, mais on n'écoute pas. Donc, vraiment, ça demande qu'on soit vraiment attentif, qu'on écoute vraiment celui qui pose son problème, parce qu'il s'agit de poser son problème, de demander de l'aide pour le résoudre et d'obtenir cette aide-là des autres collègues qui sont considérés ici comme des consultants, d'où le nom Troïka Consulting ou consultation de la Troïka. Et je dirais qu'en termes de valeur ajoutée vraiment pour cette technique, ça nous permet d'abord individuellement d'affiner nos compétences en matière de demande d'aide, parce que demander de l'aide n'est pas donné à tout le monde non plus. Donc, ça nous aide à affiner nos compétences en matière de demande d'aide. Ça nous aide à apprendre à formuler de manière très claire les problèmes et les défis. Ça nous aide également, comme je le disais tantôt, à affiner un peu les capacités d'écoute et de conseil des uns et des autres. Ça nous aide à développer la capacité à travailler au-delà des disciplines et disons, des cloisonnements fonctionnels qu'on connaît d'habitude. Et enfin, ça crée aussi des conditions propices à l'émergence de solutions auxquelles on n'aurait pas pu penser si on était tout seul. Voilà. Donc, voilà globalement ce que c'est que la Troïka. C'est, comme j'ai dit, c'est une technique de gestion des connaissances. Et voilà, ça permet vraiment de passer du défi aux pistes possibles de solutions à des solutions très innovantes, imaginatives et qui permettent vraiment de consulter les autres sans vraiment passer par des étapes formelles entre griffes. Donc, voilà un peu brièvement ce que c'est que la technique. Je vais laisser maintenant Aïssatou, qui s'y connaît mieux, bien mieux que moi, pour parler un peu des différentes étapes à suivre justement pour faire cette consultation en Troïka, avant qu'on ne passe maintenant à la pratique. Aïssatou? D'accord. Merci beaucoup, Ginette. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, merci beaucoup. D'accord. Alors, merci beaucoup pour cette explication de la Troïka Consulting. Je pense que maintenant, tu en es devenue une experte. Donc, comme a dit Ginette tout à l'heure, c'est une technique de gestion des connaissances que nous allons utiliser pour vous permettre d'interagir sur ce qui, par rapport au thème que nous abordons, l'amélioration de la qualité des soins, qu'est-ce qui ne marche pas. Maintenant, quand on dit ce qui ne marche pas, ce n'est pas pour évoquer seulement des choses qui n'ont pas réellement marché, mais c'est pour pouvoir disposer de l'expérience des uns et des autres, donc avoir des conseils. C'est pour ça qu'on appelle ça de la consultation. Donc, on va tous faire de la consultation gratuite. Quelques personnes vont poser le problème, un défi qu'ils rencontrent par rapport à ce thème-là et les autres vont apporter des conseils. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, si dans chaque sous-groupe, nous avons 2 personnes qui présentent des difficultés et qui reçoivent les conseils des autres, ça va le faire. Et après, nous allons revenir en plénière
pour donner l'opportunité à deux personnes de partager ce qui a été dit. Et mieux, on va également faire le suivi de ce qui a été partagé, nous rapprocher des personnes qui ont partagé pour voir comment est-ce qu'on peut vous aider à documenter tout cela et à partager avec la grande communauté de l'APF. Donc, la première étape, je pense que nous y sommes peut-être tous présentement, c'est de faire une réflexion individuelle par rapport à une difficulté à laquelle vous êtes confronté pour assurer une amélioration continue de la qualité des services. Vraiment, quick reflection, une réflexion rapide. Deuxième étape, on va se retrouver en groupe de 3 ou 4 ou plus. Ça dépend du nombre que nous avons. En tout cas, nous avons déjà 4 sous-groupes qui sont disponibles. On va rejoindre ces groupes-là. Nous ne devons pas être de très grands groupes. Une personne va faire part de son problème aux membres de son groupe et les autres vont donner des recommandations, des orientations, vont juste donner des conseils. Donc, la présentation de la personne se fera en 1 minute et on donnera au groupe 5 à 7 minutes pour donner des conseils vraiment pratiques et rapides. Ensuite, cette personne remercie le groupe, fait part des points qu'elle a trouvés utiles parmi tous les conseils prodigués et on refait le tour avec une autre personne. Vu le temps qui nous est assigné, je ne pense pas qu'on pourra avoir plus de 2 présentations de partage de défis, de difficultés par groupe, mais c'est déjà très bien parce qu'on peut voir que peut-être certaines difficultés se recoupent. Et l'autre point, c'est qu'on a un slide deck qui est là. Ma collègue va partager ça dans le chat. Donc, chacun de nous va cliquer dessus. Nous sommes là, Ginette, Alison, Chiara et Sophie. Nous allons rejoindre les petits groupes pour vous aider à prendre des notes dans le slide deck. Donc, on va vous appuyer dans la facilitation. Vous présenterez le problème, on va noter les recommandations et après, on reviendra en plénière. Donc, si ce n'est pas clair, n'hésitez pas à mettre votre question dans le chat. Je me ferai un plaisir de vous expliquer, mais sachez juste que nous serons dans les groupes pour vous appuyer, pour vous accompagner. Slides. Voilà, donc ça, c'est la part. Ah, tu vois, Ginette, là, on a une petite musique pour la séance de réflexion individuelle. Donc, on va faire ça juste 1 minute à 2 et après, on va directement aller dans les groupes. Donc, disons 2 minutes pour une réflexion individuelle et répondez à cette question. Pensez à une expérience dans un projet auquel vous avez participé et qui n'a pas marché dans le cadre de la prise en compte holistique des différentes facettes de la qualité des services. Donc, pensez juste à un point, un défi, un challenge, une difficulté que vous avez rencontré et réfléchissez également aux conditions qui ont fait qu'il y a eu ce revers-là. Je ne vois plus l'écran. Sophie est là. Voilà. Donc, commencez déjà la réflexion individuelle. Et puis, après, on ira dans les petits groupes en dessous. Vous avez vu salle de répartition. Ou bien, je ne sais pas si on va vous y affecter directement. C'est bon? C'est clair? Si on ne dit rien, ça veut peut-être dire que c'est clair. Ginette, je te repasse la parole. Pour que tu demandes aux participants si c'est OK. Allez, merci. Merci Aïssatou. Je ne vois pas de questions dans le chat, donc je suppose que ça va. Donc on va laisser peut-être les collègues réfléchir d'abord parce que ça prépare un peu les activités dans les sous-groupes. Donc on peut peut-être leur donner 1 minute à 2 pour faire cette réflexion, penser à ce défi-là rapidement. Et puis on passe dans les sous-groupes. Voilà. Merci.
J'espère que la musique vous a plutôt fait réfléchir et non ne vous fait dormir parce que moi, je sentais que je m'enfonçais un tout petit peu. Alors, OK. Donc, on va maintenant passer dans les sous-groupes. Je pense que c'est Marcella qui va nous aider à assigner les groupes, c'est ça? Aïssatou, c'est bien ça? Ou bien Oui, chacun doit rejoindre? oui. Alors, Marcella peut assigner les participants dans les groupes ou bien, s'ils le peuvent eux-mêmes, ils peuvent cliquer dans salle de répartition. Vous allez voir trois groupes qui sont là. Dans le premier groupe, vous avez vu Troïka 1, Aïssatou, Troïka 2, Sophie, Troïka 3, Alison. Donc, rejoignez juste l'un de ces groupes et nous serons là. Donc, ce sera la même activité dans tous les groupes. Euh, voilà, donc que tout le monde ne se retrouve pas dans un même groupe. On ne voudrait pas, je ne sais pas, nous sommes combien au total là. Mais On a eu 29, je vois pour le moment. nous sommes 29. Oui, je crois, hein. Ah C'est ce que je oui. vois en tout cas. OK. Donc, rejoignez les groupes déjà. Et si on voit qu'il y a un surnombre, on va demander à Marcella de nous aider à réaffecter les uns et les autres. Is it okay, Marcella? So Oui, oui, ça marche. we can let people join themselves the group. And if you have more than what we need, you can support us to reaffect them. Yes, that works. Okay. Merci beaucoup. Thank you. Okay, so Jeanette, tu peux rejoindre le groupe d'Alison pour faciliter. Et si on n'a pas besoin de 4 groupes. Et Chiara, tu peux rejoindre le groupe de Sophie si tu veux pour aider à la facilitation. Si on n'a pas besoin de plus de 3 groupes. Voilà. Et je rejoins mon groupe. Donc, à tout à l'heure.